crise sanitaire, l'Europe éparpillée, et je demande à Pierre Carli, Philippe Juvin, Isabelle de la Mata Barranco de venir sur le ring, et c'est Jean-François Lemoine qui va mener les débats. Il y a, allez-y, asseyez-vous. Oui, absolument. En Europe comme ailleurs, les crises sanitaires ne connaissent pas la crise. Ah, excellent. Entre les œufs contaminés au Finopril et le lait pour bébé à la salmonelle, il se passe rarement un an sans qu'une nouvelle affaire éclate. Et chaque fois, c'est le même branle-bas de combat désordonné pour tenter d'évaluer la situation et agir. Le problème, c'est que les suspects ont toujours un coup d'avance, car contrairement aux enquêteurs, les frontières, ils ne connaissent pas. Souvenez-vous, en mai 2011, une épidémie due à la bactérie E. coli sème la panique en Allemagne d'abord, puis dans toute l'Europe. L'affaire est dans un premier temps gérée au niveau des Landers allemands qui accuseront, à tort, le concombre espagnol. De manque de réactivité en lourdeur administrative, les autorités européennes seront averties 20 jours après le début de l'épidémie. 20 jours. Quant au vrai coupable des graines germées, il se révélera être caché depuis le début dans une ferme bio. Allemande. Ironique, n'est-ce pas? Avec des enquêteurs pareils, pas besoin d'avoir de complices. Il faut dire qu'avec au moins autant d'autorités de veille sanitaire que de pays membres, l'Europe n'a clairement pas les armes pour faire face à une crise. La solution? Créer un groupe d'intervention d'élite. Imaginez une centaine de professionnels européens aguerris, experts en épidémiologie, biologie et médecine, et disposant de moyens comparables à ceux de la police scientifique. Soumis régulièrement à des simulations de crise sanitaire graves, ces super enquêteurs seraient en mesure d'informer minute par minute les politiques. Un GIGN sanitaire en somme, avec à la clé des prises de décision rapides et enfin en prise avec la réalité de la crise sur le terrain. Vous avez dit élémentaire, mon cher Watson? On est bien d'accord. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours la même chose. Le concombre, c'est les Espagnols qui en profitent et c'est les Allemands qui payent. Merci Guy de m'avoir invité pour ne pas parler de l'habituel sujet depuis 6 ans qui est l'avenir de l'hôpital. On va donc supposer qu'il n'y a plus de problème et que c'est devenu trop sérieux pour me le confier. Parce qu'en découvrant le sujet de ce matin, j'ai eu un choc. Je ne sais pas si c'est la libération du cannabis et son utilisation au comité éditorial, mais Guy se rêve en Bruce Willis, vous l'avez compris, ou en Tom Cruise, qui est pire, ça veut dire Mission Impossible, et j'ai l'impression qu'on va avoir quelques soucis pour parler de la constitution de ce GIGN Santé. Alors j'ai d'abord passé la moitié du repas d'hier soir avec ma voisine pour lui expliquer ce qu'était le GIGN, parce qu'à Bruxelles, il n'y a pas de GIGN. Alors on va faire un petit mot d'introduction avec chacun pour que vous nous donniez votre sentiment, parce que j'ai l'impression que c'est pas tellement consensuel. 2 questions courtes. GIGN Santé, bonne idée? Et si oui ou non, pourquoi? On va commencer avec vous, madame, puisque vous représentez l'Europe. Merci beaucoup. Vous avez ri d'ailleurs en regardant le film. Oui, c'était marrant. GIGN, ce n'est pas des policiers, mais en fait, on a déjà un European Medical Corps qu'on peut envoyer ici et là quand il y a une crise. Le problème, c'est que d'habitude, il y a une crise et on ne regarde pas à l'intérieur de l'Europe, mais on regarde ailleurs. Ouais. Alors, on a déjà. Ils ont des cagoules blanches parce qu'on ne les a pas vus en France. Hein. Oui, parce que France, encore, c'est l'Europe. Alors, à l'intérieur de l'Union européenne, on ne les utilise pas par le temps. Non, vous ne les demandez pas, c'est différent. C'est différent. Et dans la santé, vous savez, les compétences nationales, la subsidiarité, etc. etc. Alors, si on ne les demande pas, on ne peut pas les envoyer. Alors, l'Europe a la réputation d'avoir des conseillères brillantes, mais on a aussi des hommes de terrain. Ils sont séparés que par quelques kilomètres à Paris, pas forcément toujours d'accord. On va commencer par ce que j'appelle en langage journalistique un bon client, qui est Pierre Carli, dont le commande-car est connu dans tous les endroits chauds. Je veux dire, d'un point de vue d'urgence sanitaire de la capitale. Vous, votre sentiment, c'est qu'est-ce qu'on vient nous embêter avec un projet européen alors qu'on a tout à la maison? Moi, je sais ce que c'est que le GIGN. Bah oui, j'espère. Donc en pratique, vous êtes derrière eux en permanence. Il y a une idée intéressante, mais peut-être qu'on ne répond pas exactement à la bonne question. Donc ma première phrase, c'est « on peut mieux faire ». On peut mieux faire. Très bien, c'est juste ce qu'il fallait. Philippe Juvin, vous êtes député européen, donc urgentiste aussi, probablement un peu plus consensuel. Alors d'abord, les députés européens sont par nature consensuels, puisque comme vous le savez, en Europe, eh bien, comme il n'y a pas de majorité, on est obligé de trouver des accords avec nos adversaires politiques. Donc plus sérieusement, je pense qu'il
il y a beaucoup plus de choses qui existent que vous ne croyez, collectivement. Mais ces choses, c'est vrai, fonctionnent beaucoup moins bien que nous l'espérerions en Europe. Et je pense qu'il y a un saut qu'on pourrait faire, qualitatif. Mais pour ça, ça demande bien des choses dont on va parler, en particulier des modifications législatives, parce que c'est facile de dire l'Europe, ça ne marche pas, ça fait ci, ça fait ça. Mais l'Union européenne fonctionne sur des bases juridiques qui sont décidées par les peuples. C'est le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Et ce traité, aujourd'hui, eh bien, c'est un carcan à l'intérieur duquel il faut travailler. Donc si on veut en sortir, eh bien, il faut changer les traités. Alors, si je résume, ça n'existe pas, ce sera difficile, faudrait que ça. Et vous, il faut un avocat à la tête du GIGN, si j'ai bien compris. Non, il faut simplement être honnête intellectuellement, et c'est tous les débats sur l'Union européenne qu'on entend dans tous les domaines, on parle des crises sanitaires, mais tous les autres, c'est de savoir de quoi on parle. D'abord, c'est quoi l'Europe? Est-ce que vous parlez de la Commission européenne? Est-ce que vous parlez des 28, bientôt les 27 États? C'est ça le sujet. Avant de commencer de savoir ce qu'est l'Europe, ce qui est comme un vaste sujet, on va essayer déjà de comprendre ce que vous appelez une crise sanitaire, parce que là, ce n'est pas forcément très clair chez vous trois. Pour vous, Isabelle de la Mata, c'est quoi une crise sanitaire? Une crise sanitaire, c'est quelque chose qui affecte à plus d'un État membre. Alors, c'est une cross-border, quelque chose de transfrontalier et qui a un impact sur le système de santé de l'Union européenne. Alors, vous m'avez dit, par exemple, les attentats à Paris, ce n'est pas une crise sanitaire. Non, c'est une crise qui a des implications sanitaires, mais ce n'est pas une crise sanitaire. Vous avez vu Pierre Carli bouger la tête? Oui, je sais. La réponse, Pierre Carli, pour vous, c'est une crise sanitaire? Alors, c'est en partie une crise sanitaire. En tout cas, c'est une crise dans laquelle le sanitaire joue un rôle extrêmement important. Donc le sujet, c'est... je suis assez d'accord sur la définition que nous a donnée Madame, mais simplement, il faut lui trouver un autre nom que crise. C'est situation sanitaire exceptionnelle. Nous, c'est ce qu'on a essayé d'adopter en France. Situation sanitaire exceptionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, des événements, ou la perception que l'on a de ces événements, on y reviendra, nous amène à réagir au niveau du système de santé globalement. Et donc, vous voyez, c'est à la fois beaucoup plus large, mais aussi, ça détermine l'impact. Si je comprends bien, pour vous, le concombre, c'est une situation sanitaire exceptionnelle? Le concombre est toujours exceptionnel, mais en pratique... Là, je vous laisse... En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir analyser, transmettre l'information, réagir. On a parlé de l'initiative de European Medical Corps. Très bonne idée. Mais l'utiliser, le déployer, il ne répondra pas à toutes les situations. L'attentat terroriste, j'en dis un mot. Pourquoi c'est une crise sanitaire? Le lendemain des attentats, qu'est-ce que j'ai eu comme coup de téléphone? J'ai eu des tas de gens ici dans cette pièce qui m'ont appelé en disant « Tenez bon les gars, c'est difficile ». Puis j'ai eu tous mes collègues, ceux qui dirigent dans les grandes villes, les systèmes de soins et de secours d'urgence, qui m'a dit « Pierre, on fait quoi? T'avais quoi? T'as répondu à quoi ?» Donc le déficit d'information. Transmettre ces éléments, les partager, c'est au moins aussi important que d'intervenir sur le terrain avec une équipe. Vous avez un concept qui m'intéresse et on ira plutôt vers la fin. Philippe Jouvin, pour vous, la crise, c'est Ebola. Alors, on peut se demander, Ebola en Afrique, pourquoi c'est une crise sanitaire? Non, en fait, une crise sanitaire, c'est quoi? C'est une situation qui désorganise le corps social et qui a un aspect ou une origine d'ordre sanitaire. Donc ça peut être Ebola, le concombre. Moi, je crois que les attentats, c'est une crise sanitaire parce que le corps social est désorganisé. Mais c'est vrai que si on le voit de la petite lorgnette européenne, puisque c'est comme le sujet de la table ronde, oui. Il est établi qu'une crise sanitaire d'ordre européen, c'est une crise sanitaire qui répond aux critères que je viens de dire, qui a des effets transfrontaliers ou qui nécessite, parce que les capacités de l'État dans lequel ça arrive sont débordées, une aide des autres États. C'est ça le sujet. Et tout de suite, on va toucher du doigt toute la question européenne. Au fond, l'Union européenne n'est légitime, c'est ce que dit la loi européenne, à agir que si un État demande l'intervention sur son territoire, l'Union ne peut pas dire « tiens, je vais aider les Italiens » si les Italiens n'ont rien demandé, parce que l'Italie considère qu'elle est débordée. Mais c'est ça, la réalité juridique, et il faut en revenir à ça, sinon on raconte n'importe quoi. Ebola, je voulais vous entendre dire qu'effectivement c'était un problème viral africain, mais que le problème c'est qu'il fallait ramener les gens, ramener les personnes soignantes. Et c'est ça qui transforme cette crise extérieure en crise sanitaire. Alors d'abord, le monde est ouvert et les pays européens et l'Union européenne ne peuvent pas être indifférents à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça que les Européens sont intervenus en Thaïlande, en Afrique, partout dans le monde. Sur Ebola, vous étiez organisé pour le retour des... Il y a eu une organisation européenne?
On était organisé, il y a eu une organisation européenne pour les retours. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui est prévu, mais parce qu'on n'a pas eu la collaboration des États membres. Par exemple, on savait qu'il y avait des États membres qui avaient déjà des avions préparés et qu'ils n'ont pas voulu les laisser pour l'organisation. J'ai l'impression que ça n'a pas été facile de ramener, parce que les avions, pour bien connaître le sujet, il y avait plein de pilotes qui ne voulaient pas ramener les gens qui étaient atteints. Oui, il n'y a pas de secret là-dessus. Seules quelques compagnies très spécialisées et qui ne sont pas basées en Europe se sont portées volontaires. Et ce n'était pas, disons, au bon marché de les utiliser. Mais néanmoins, elles ont fait le travail. Et ça fait partie des choses qu'on peut comprendre. Il y a une notion qui est importante dans l'Europe. Ce que dit Philippe est vrai, mais nous n'avons pas les moyens tous d'entretenir tous les moyens dont on aurait besoin pour gérer une crise nationale. Donc, quelque part, il y a un pot commun dans lequel il faut mettre un certain nombre de choses. Et c'est plutôt la composition de ce pot que l'on peut discuter, plutôt que l'idée générale qui me paraît sensée. On continue pour définir la crise sanitaire. Vous, si je comprends bien, les attentats de Paris réalisés à la Kalachnikov, ce n'est pas une crise sanitaire. Si ça avait été avec des virus, c'était une crise sanitaire. Oui, mais si c'est une crise sanitaire nationale, simplement pour la France, alors nous, en principe, n'intervenons pas, parce que ça doit être quelque chose de transfrontalier, parce qu'il y a les traités, comme il a dit, la législation, et la législation dit que les États membres sont subsidiaires pour la santé, etc. Alors, on ne peut pas intervenir. Mais et par contre, on peut intervenir en Thaïlande, ou en Libérie, ou en République du Congo, à l'extérieur de l'Europe, oui, mais il y a eu seulement une exception en l'Union européenne, et ça a été la Grèce pour les migrants. Alors écoutez, on parle quand même là, le sujet c'est l'Europe. Je comprends bien que vous êtes prêts à intervenir partout dans le monde, mais par exemple, crise sanitaire, les problèmes actuels du SAMU, c'est une crise sanitaire ou ça n'est pas une? Non, ça, c'est un problème organisationnel que l'on sait régler. Mais j'en donne une crise sanitaire, au passage. Une qui répond à la définition, qui va vous montrer que ce n'est pas simple. 80 brûlés graves, incendie ici, on n'arrive pas à évacuer. 80 brûlés graves. Toute l'Europe est mobilisée. Si c'était nous, on se retrouverait tous dans un pays européen, sur 5 ou 6 pays au moins. L'association des brûlés s'est mobilisée sur ce sujet, les professionnels se sont mobilisés avec l'Europe, et on l'a vu récemment avec, vous vous souvenez, l'horrible affaire en Roumanie, on a vu la nécessité pour 80 personnes de mobiliser toute l'Europe. Mais toute l'Europe est prête à partir, c'est-à-dire que là, l'idée de Guy, c'est de dire il y a un corps qui ne fait que ça, et donc qui est prêt à partir dans la minute. Sur ces situations aiguës où la vie est en danger, c'est la proximité, la réponse, et on ne pourra jamais changer ça. Ensuite, tout ce qu'il y a derrière, ça peut être mis en commun. Les moyens d'évacuation, la prise en charge aussi de la post-crise immédiate, qui est extrêmement importante. Et c'est un sujet qu'on néglige totalement, c'est-à-dire comment on va rétablir notre continuité, notre qualité des soins le plus vite possible. C'est notre résilience. Philippe ? Deux choses. D'abord, il y a un autre exemple qui s'est passé en Allemagne, une épidémie d'Escherichia coli, comme quoi c'est terrible comme bactérie, et où toutes les réanimations ont été embolisées. Et donc, d'emblée, il y a eu un effet transfrontalier, il a fallu trouver des places en dehors de l'Union. Et deuxième sujet, en fait, le GIGN, il faut comprendre qu'il existe. Il y a un corps européen de protection civile, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il existe, qui peu à peu s'est constitué. Alors pourquoi peu à peu? Pourquoi on ne peut pas dire, tac, on fait comme ça dans l'Union européenne? D'abord parce que je vous rappelle qu'en France aussi, qui est un pays pourtant très jacobin, les amis, faites ça, et vous verrez que vous n'arrivez pas... Enfin voilà, le Premier ministre hier nous a expliqué que ça allait être difficile. Eh bien dans l'Union européenne, peu à peu, les États ont accepté de déléguer des partiels de souveraineté, parce que c'est ça le sujet. Est-ce qu'un État accepte que demain, son système de santé, aujourd'hui dirigé par un Français en France, soit dirigé par un Finlandais, un Portugais, un Polonais? Je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Et ce corps européen de protection civile, on est en train au Parlement, il y a une discussion, et on est en train de mettre en place un système qui ferait que l'Union européenne serait propriétaire d'un certain nombre de matériels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, essentiellement des pompes de relevage, du matériel de recherche de décombres, des avions qui éteignent les incendies et des hôpitaux de campagne. Et ces matériels Union européenne seraient basés dans plusieurs endroits de l'Union, à disposition du corps européen, avec une ressource humaine qui est celle des États membres, parce que là, pour le coup, l'Union européenne ne va pas commencer à payer des gens, à attendre qu'une catastrophe arrive. Déjà, nous ne sommes pas très populaires. Alors, imaginez en plus qu'on augmente les impôts pour ça. Je pense que... Vous êtes en train de me traiter la fin du débat, parce que comment on va faire? Non, mais c'est bien, parce que ça prouve qu'il y a quelque chose à faire. Je voudrais terminer sur la crise sanitaire pour aller sur le sujet suivant. Vous allez comprendre pourquoi. L'affaire du Levothyrox, c'est une crise sanitaire? Oui, bien sûr. Il y a une désorganisation du corps social, me semble-t-il.
avec une campagne de presse, des fausses informations, une anxiété. Parce que c'est quoi la désorganisation du corps social au fond? Il est probable qu'au XIXe siècle, on aurait dit c'est Paris qui se soulève avec des barricades. Eh bien aujourd'hui, on s'exprime différemment. Il y a une inflation de la fausse nouvelle, c'est une désorganisation du corps social, mais elle n'est pas transfrontalière. Laissons un petit peu la parole à notre européenne. Pour vous, les Votirox, ça a passé les frontières? C'était une crise médiatique, mais pas une crise sanitaire. Voilà. Eh bien, on est en plein dedans. On va maintenant se défouler sur les journalistes. Alors, crise sanitaire, on voit à peu près ce que ça peut être. Crise sanitaire ou crise médiatique. Le concombre espagnol, par exemple, bon... alors, je ne sais pas, on va aller sur celui qui va se déchaîner sur les journalistes. J'en ai l'habitude. On va demander à notre ami Pierre Carly, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, ce que le journalisme vient faire à la santé et à l'angoisse des Français. Eh bien souvent, il transforme le cas particulier en cas général. Et de ce fait, il est d'un pouvoir anxiogène colossal. Vous évoquiez la crise médiatique, mais la crise médiatique, c'est quoi? C'est l'angoisse de la population qui se manifeste, et on lui a suggéré cette angoisse. Il est absolument incroyable de voir que nous avons des outils d'information qui sont d'une puissance extrême, et qui pourraient être des vecteurs d'organisation, qui pourraient être des vecteurs d'intervention, qui pourraient nous permettre de passer des messages de santé publique immédiats, et que la plupart du temps, ils vont s'orienter vers ce qui correspond à ce qu'ils pensent être le plus intéressant. Est-ce qu'il n'y aurait pas des responsables? Est-ce qu'il n'y aurait pas des coupables? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui n'a pas fait son travail quelque part? Au lieu de dire réagissons, traitons la crise, soyons pragmatiques. Je ferme toujours le débat en disant qu'il y a toujours autant d'imbéciles chez les journalistes que chez les médecins. Mais et les garagistes. Ça dépend des spécialités. Attendez, on va juste simplement dire que... oui. Je parle des journalistes. Oui, mais moi, je peux vous faire ma liste. Pourquoi les journalistes font ça? C'est parce que le public aime à se faire peur, vous ne pouvez pas oublier ça. C'est qu'il y a plein de sujets qui vous paraissent passionnants, mais que personne ne va écouter. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point, et je pense qu'à un moment, c'est notre travail de professionnels, d'experts, de gens impliqués dans l'organisation de l'Europe, de savoir les aider à doser ce qui leur fait peur. L'angoisse est mauvaise conseillère, surtout dans les problèmes de santé. La précipitation conduit à prendre des décisions qui sont parfois absurdes et que l'on voit à distance. Le nombre de fois où on a changé des lois, des règlements pour répondre à des situations ponctuelles dont on a vu les effets pervers sur d'autres situations. Donc, la flexibilité, quand vous êtes en première page des médias, quand vous apparaissez sur le gros titre en bas avec instantané, vous avez... C'est fini, vous ne pouvez plus. Vous êtes là dans un cycle dans lequel il n'y a plus de rationalité. En mieux ou en pire avec Internet, où là, il y a une instantanéité de... Alors, Internet, réseaux sociaux. Oui. Encore pire. Mais vous les utilisez ou pas? Alors, on les utilise de plus en plus. D'abord, c'est un excellent thermomètre. Bien sûr. Ah, vous savez que les docteurs aiment bien prendre la température. Là, on en a un en termes de crise qui est parfait et on voit exactement ce qui se passe. Donc, on apprend bien entendu à s'adapter, à réagir, à utiliser ces outils. Le vrai sujet, ça serait d'essayer, au cours d'une crise, de transformer le message négatif, celui de la peur, de l'angoisse, du manque de moyens, parce qu'on trouvera toujours un manque de moyens quelque part, de transformer un message positif. On réagit, on construit, on se bat contre quelque chose. Est-ce que vous avez autant de rancœur sur les journalistes? J'ai cru comprendre que oui. Oui, je crois que ce sont des... On est d'accord alors ce débat. Allez-y. Seulement les choses négatives sont des nouvelles. Et je suis d'accord, ils jettent de l'huile sur le feu et jouent avec les peurs de la population. Et je crois qu'un message positif n'est pas une bonne nouvelle pour un journal, et c'est les messages négatifs. Et avec Internet, c'est encore pire. Vous avez une direction de la communication On a une direction qui seulement s'occupe de la communication. On sait qu'en général, on ne fait pas tellement bien. Ils ne m'ont jamais appelé, hein, mais bon, je vous dis ça comme oui, ça. Mais je sais. Et en plus, les scientifiques et les gens de la santé communiquent très mal en général. On n'est pas préparé pour ça. Et on perd toujours. Je peux vous dire, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les gens de la santé communiquent très bien. Je suis... mais si, mais il faut savoir les choisir. C'est le rôle d'un journaliste. Pour vous, les médias sont en général l'accélérateur de mauvaises particules? Oui, évidemment, mais c'est un ensemble. Oui, bien sûr. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, ils ne sont pas les seuls à accélérer les particules. Le public attend que les particules s'accélèrent. Voilà. Certains professionnels trouvent aussi des avantages à l'augmentation de la crise qui permettent d'exiger des moyens. Enfin, on connaît tout ce système. Donc tout le monde trouve un intérêt à la dramatisation. Alors, vous êtes un homme politique. Vous êtes un homme politique. C'est bien aussi pour rassurer les électeurs. Toutes ces crises,
tous... Non, vous ne l'utilisez pas? Non, honnêtement, je ne crois pas. Je pense que c'est tellement... je pense que les hommes politiques ont fait l'analyse qu'on pouvait perdre dans tous les cas dans ces situations-là. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Moi, je crois que le début de la crise de confiance, ça a été le sang contaminé, la vache folle. Souvenez-vous qu'au moment de la vache folle, les autorités elles-mêmes, pendant un moment, n'ont pas identifié qu'il y avait une transmission possible à l'homme. C'est pas qu'ils l'ont caché, c'est qu'ils ne le savaient pas. Et donc, le temps, si vous voulez, de la recherche, le concombre, le temps de la découverte de la nature exacte du pathogène initial, n'est pas compatible avec le tweet qui fait qu'immédiatement, je veux savoir ce qui se passe. Sauf que si c'est le concombre qui est vraiment en cause, à ce moment-là, il faut quand même prévenir ceux qui mangent des concombres. Oui, et la façon la plus facile de prévenir, c'est que ça reste TF1 20h, arrêtez de manger du concombre. Sauf que la conséquence de ça, c'est qu'on a incriminé le concombre espagnol. Les gens ont arrêté effectivement de manger du concombre espagnol. Je vous rappelle que la Russie a fermé ses importations aux fruits et légumes européens. Ça a été 300 millions d'euros immédiatement par semaine qui disparaissaient dans les recettes de l'Union européenne. Donc il y a des effets. Si on ne dit pas la vérité, c'est catastrophique. Mais si on se trompe parce qu'on veut en dire trop, principe de précaution médiatique, on peut avoir des effets délétères et c'est ça qui est arrivé. Donc on met un directeur de la communication à la tête de tout ça, de ce GIGN? On a un directeur de communication. Non, mais si on fait un GIGN, on dirait qu'on le forme lui aussi. Non, on ne met pas un directeur de communication, on se met d'accord, tout le monde, et on fait la communication d'une façon... Bon. Et la réunionite commence, Pierre Carly adore ça, on se met tous autour d'une table, on fait 12 réunions pour savoir comment on parle du concombre. Il faut se méfier, c'est aussi ça le problème des messages qu'on délivre. Oui. Qui a le droit de délivrer un message qui peut partir sur les réseaux sociaux? C'est un vrai problème d'expertise, et c'est un vrai problème d'abord du problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on met l'émotion devant? Et c'est ça que font les médias. Ils jouent sur l'émotion, ou est-ce qu'on essaye de mettre un peu de rationalité dans des sujets, et Philippe l'a très bien dit, où on n'est pas sûr de soi, et où on découvre au fur et à mesure qu'on avance. Donc je crois que la communication, elle a une part importante, mais la communication, c'est un outil, c'est pas une fin. Vous m'avez beaucoup choqué en disant que les médecins ne savent pas communiquer. C'est peut-être à vous de les former et de faire un groupe, justement, avant de commencer un groupe d'intervention. On pourrait peut-être avoir un groupe d'intervention médiatique qui est le label européen. Et on essaie de travailler sur la communication. Un exemple, la rougeole. Il y a eu plus de 50 morts dans les dernières années. Ça, c'est une vraie crise sanitaire. Ça, c'est une vraie crise sanitaire. Mais on n'arrive pas à transmettre à la population qu'il faut vacciner. La France, c'est un exemple. C'est le pays le plus hésitant dans tout le monde, pas dans l'Europe, dans tout le monde. 40% de la population qui ne croit pas que la vaccination soit importante et sécure. Alors, pour être en plein dans le sujet, je peux vous dire que c'est vrai qu'on peut accuser les médias, mais enfin, si les médecins français commençaient par vacciner, il y aura peut-être moins de soucis. Parce qu'il y a un média qui est fort, qui fait 2 millions de personnes par jour, ça s'appelle la consultation. Et il ne faut pas oublier que l'information des patients se fait aussi à travers les professionnels. Oui, mais enfin, quand vous regardez les enquêtes, il y a une proportion très importante de médecins qui ne croient pas eux-mêmes à la vaccination. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc, y compris les médecins eux-mêmes. Les médecins sont la population, c'est parti. Alors, on va poursuivre. On a l'impression qu'on est un peu injuste avec l'Europe en préparant ce débat, parce que qui fait beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Vous êtes député européen, Philippe Juvin. Comment se prennent les décisions en Europe? J'ai compris qu'il y a des différents niveaux de décisions. Alors en général, quand on dit on ne comprend rien à l'Europe, c'est qu'on n'a pas regardé quand même, parce que ce n'est pas très compliqué. Ça marche comment? C'est simple. Il y a la Commission européenne, dont le rôle est d'écrire des projets de loi. On appelle ça des directives ou des règlements. Et la Commission européenne les propose à 2 chambres. En France, on a l'Assemblée et le Sénat. Dans l'Union, on a le Parlement européen et on a le Conseil. Et le Conseil, c'est 28 membres, 28 États. Et chacun décide, amende les textes. In fine, on se retrouve, Parlement et Commission et Conseil, et on vote un texte qui devient un texte de loi de l'Union européenne. C'est comme ça que ça marche, très simplement. Donc, première remarque, quand dans un pays membre, on vous dit « Ah ouais, l'Europe a encore pris une décision impossible », c'est parfois vrai, sauf que ce n'est pas vrai pour les grands pays comme la France. Par exemple, depuis le traité de Rome en 1958, il n'y a pas un seul texte, un seul, qui a été pris à l'encontre contre l'avis de la France. La France a toujours dit oui, in fine, aux textes qui ont été adoptés. Et quand vous avez un ministre français, de droite, de gauche, d'ailleurs, qui vous dit « Bruxelles a pris une décision qui ne nous va pas », en réalité, il ment, parce qu'il a accepté cette décision quand il était à Bruxelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'Union européenne, c'est un système, contrairement à ce qu'on dit, et ça a des effets sur la santé, à qui on donne des pouvoirs. C'est le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Et dans ces pouvoirs, sur la santé, que dit-on? On dit que la santé, c'est une compétence nationale et que l'Union européenne, c'est un des articles, l'article 4 et l'article 6, vient en support
aux États à leur demande et pour coordonner leur action. Et donc, les crises sanitaires, typiquement, font partie de ces compétences qui sont partagées entre les États et l'Union, mais qui ne peuvent être exercées que si les États veulent qu'elles soient exercées. Et enfin, troisième point, il y a un troisième élément que je veux dire, parce que ça va avoir un effet dans l'avenir, c'est la question financière. D'accord. Le budget de l'Union européenne, pour avoir des ordres d'esprit, c'est 160 milliards d'euros par an. Et on dit, oui, mais regardez les Américains ce qu'ils font. Donc 160 milliards d'euros par an, l'Union européenne. Les États-Unis d'Amérique, c'est 3300 milliards par an. Donc, effectivement, le jour où l'Union sera dotée d'un budget de type fédéral, c'est-à-dire 160, 3300, on pourra faire des comparaisons. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, c'est en grande partie une conjonction d'États qui acceptent de travailler ensemble. Et quand ça ne marche pas bien en matière sanitaire, j'ai plein d'exemples dans mon sac, c'est que les États, en fait, n'ont pas fait leur job. Alors, c'est de l'hypocrisie ou de la schizophrénie parce qu'on a l'impression que ça pourrait fonctionner, ça ne fonctionne pas, c'est un problème d'État. Il est mal parti, notre GIGN européen, avec ce que je viens d'entendre. C'est un peu d'hypocrisie, mais c'est une hypocrisie volontaire, je veux dire. On a une situation tout à fait différente dans la sécurité alimentaire ou la santé animale. Là-bas, je connais bien l'exemple parce qu'on travaille dans la même direction en général, on a tous les pouvoirs. Et on peut faire, même si les pays, la France ou l'Allemagne, s'opposent. On a les compétences parce qu'on les a données dans les traités, mais on a aussi les moyens financiers. On peut vacciner tous les animaux quand il y a une crise, mais on ne peut pas vacciner les enfants ou les adultes. On peut intervenir dans un pays quand il y a la crise de la peste porcine africaine, maintenant, en Belgique par exemple, mais on ne peut pas intervenir quand il y a de la rougeole ou d'autres cas. Pierre Carli, il y a beaucoup de jeux, on ne peut pas. Moi, je voudrais, on arrive vers la fin de ce débat, mais dire un mot quand même d'autocritique sur ce sujet. On a critiqué l'Europe, c'était mon rôle aujourd'hui, mais il faut voir qu'on doit se critiquer aussi nous-mêmes pour une question simple, c'est notre implication. Dans l'European Medical Corps, qui est en cours de création, il y a très peu de Français. Les professionnels ne se sont pas précipités pour y aller. On a créé une Europe de la sécurité civile, des moyens d'intervention. C'est extrêmement bien. Mais on peut mettre plus de médecins, plus d'éléments de terrain. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est sur une base nationale et on est sur cette base nationale, souvent très actif, souvent très occupé et pas toujours ouvert au reste. Et à certains moments, on le comprend, on voit la fenêtre. Mais il y a Il y a une petite erreur. Les professionnels ne peuvent pas se précipiter parce que ce n'est pas les professionnels qui s'inscrivent dans une base de données. C'est les États membres qui proposent des équipes d'épidémiologistes. Oui, alors c'est les États membres qui ne sont tout à fait pour la labeur. Et sont des équipes nationales qui ne s'occuperont pas que des crises européennes. Ils travaillent dans les nationales et quand il y a une question, on peut les appeler. Allez-y, débattez à ce niveau-là, moi j'ai plus rien à dire. En fait, on rejoint avec les crises sanitaires tout le débat européen avec cette schizophrénie qui est particulièrement aiguë en France, où on dit à la fois, oui, l'Europe ne fait pas assez, et quand on dit, dans ces cas-là, pour qu'elle fasse, il faut lui donner des pouvoirs en plus, en fait, des délégations de souveraineté supplémentaires, les gens disent « Ah non, 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 pas question ». Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. Et l'avenir, c'est quoi? C'est soit on continue avec des structures qui peu à peu vont s'implémenter, avec des pouvoirs qui vont être transférés, mais le Corps européen de protection civile, il a été créé en 2001, nous sommes en 2018. Donc vous voyez la lenteur d'évolution, parce qu'il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas de saut fédéral. Et la deuxième possibilité, c'est le saut fédéral. Moi, je suis favorable, en fait, au transfert massif à l'Union européenne d'un certain nombre de prérogatives. Par exemple, je suis en matière de lutte contre la criminalité favorable à la création d'un FBI sur le type américain, du type européen, qui doit être, dans ces cas-là, doté de moyens de coercition, d'enquête, qui aujourd'hui sont de compétences nationales. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on risque d'arriver, je suis très rapide, à un point que la Commission européenne a elle-même évoqué, c'est que si, compte tenu de toutes les compétences qu'on veut donner, immigration, etc., en plus à l'Europe, on travaille à budget constant, il ne faut pas exclure, et c'est tout à fait écrit dans un texte officiel de la Commission européenne, qu'un certain nombre de compétences partagées, dont la santé, dont les crises sanitaires, soient retournées aux États, faute d'argent. Et il y a un vrai sujet là-dessus. Merci. Alors là, vous avez vu, le train du débat européen est en marche. On pourrait passer toute l'après-midi. On est à Bruxelles, mais il va falloir qu'on conclue. On voit que ce n'est pas simple. Et surtout, je voudrais faire plaisir à Guy Valencien, qui a lancé cette idée d'un GIGN santé. Si on rêvait un peu, qui peut définir un GIGN comme ça? C'est l'Europe, bien évidemment. On se réunit, des commissions, réponse dans 10 ans.
Mais il a donné déjà Voilà, il a donné des pistes. l'exemple. Mais c'est il la peut être Commission qui écouté. propose. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose, c'est un débat, un discours que vous pouvez écouter. Oui, on pouvait écouter. Et vous auriez envie de le faire ça vous paraît une bonne idée ou pas? Pour moi, ça me semble une bonne idée, mais je répète qu'il y a déjà un embryo de ça, c'est l'European Medical D'accord, Corps. mais Il faut l'utiliser. Mais on avance. C'est pour qui le compose? Des hommes de terrain comme vous, mais aussi des biologistes, des épidémiologistes? C'est quoi un GIGN qui pourrait intervenir? Il faudra quand même des hommes de terrain à un moment. Tout ne se réglera pas dans un bureau ou dans une commission, c'est clair. Sûr. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre de nos erreurs. Et des erreurs, on en commet beaucoup. Et donc moi, je suis sur ces sujets où c'est pas simple, hein, le débat, il n'est pas simple, on le caricature un peu, mais il faut apprendre très clairement de ce que nous avons fait, de le regarder. Et la maîtrise de l'information, le partage de l'information, c'est déjà une chose qui ne coûte pas cher et qui ensuite peut créer une communauté d'esprit qui se traduise en une communauté d'action. Donc partageons plus l'information. Faisons tomber les barrières intellectuelles sur ces sujets. Ça, c'est à notre portée. Qui le dirige? Parce que là, c'est un autre problème. Qui va diriger Un GIGN comme ça. On fait des élections. Bon, c'est la Commission qui dirige, et une des agences européennes qu'on peut créer, comme les CDC. Est-ce qu'on peut imaginer des permanents qui sont en alerte, comme les pompiers municipaux, c'est-à-dire qui s'entraînent, ça vous paraît... En fait, la question, oui, encore une fois, comme je suis très favorable à la création de ce type de GIGN, c'est-à-dire de corps qui n'existent pas que dans les crises, mais en continu, évidemment, il faut le doter d'un organe de commandement qui sera par définition supranational. Donc il faudra accepter qu'un jour un Finlandais explique comment on éteint les feux de forêt en Corse. Moi qui suis corse, vous voyez, il y a un peu de délai dans la prise de conscience que nous sommes dans un échelon supranational. Est-ce qu'on a les moyens de se doter d'un corps qui va attendre l'arme au pied? Moi, je pense que c'est indispensable, aussi pour une raison au-delà d'opérationnel, politique. C'est-à-dire qu'il faut donner des raisons aux Européens de vivre ensemble. Et le corps européen, le GIGN, il a aussi cet aspect politique qui est que les Européens se disent oui, finalement, nous faisons de grandes choses ensemble. Vous savez ce que disait Renan d'une nation? Renan disait, une nation, c'est quand les hommes et les femmes qui la composent veulent faire de grandes choses ensemble. Ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus quand même. Hein. Ben, pas trop, justement. Ah bon. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on organise des corps de ce genre qui permettent aux Européens de se retrouver. Alors, vous avez parlé du Finlandais qui arrive en Corse, qui vous touche. Moi, je voudrais parler de l'Anglais qui arrive à Necker. L'Anglais, c'est fini. Hein. Qui dirige. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va dire... voilà, allez, un Grec on a plus de problème. Qui vous dit qu'il faut partir. Bon, cela dit, on a beaucoup travaillé avec les Anglais et on a beaucoup de choses à échanger en termes de santé. Mais en termes pratiques, la réponse, c'est une réponse opérationnelle, ça passe par des opérationnels. Avoir l'idée qu'on peut maintenir des gens, des hôpitaux, des éléments, de les mettre dans un cocon, le jour où on a besoin, on les sort, ça ne marche pas sur aucun sujet. Vous êtes d'accord, madame? Aucun sujet. Alors, on va conclure. Donc, des opérationnels, mais juste un mot, Jean-François. Oui, allez-y. Ce mot, c'est on peut se répartir la tâche. Comme les canadaires vont voler partout, on n'a pas besoin de parler beaucoup pour arroser, mais on a besoin du canadair. Partager la tâche, partager les tâches entre les différents pays et apprendre à travailler ensemble. Ensuite, en prélevant, et on peut établir là un espèce de tour de garde européen. Ce mois-ci, c'est nous qui sommes en charge du premier recours. C'est pas impossible et c'est une organisation qui peut se faire à moindre frais. Alors, il va falloir des experts pour faire tout ça, sans conflit d'intérêts, donc sans compétences, comme quand il s'agit du médicament. Il faut des experts, mais on a déjà des experts dans les États membres. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas créer quelque chose qui est spécifique et seulement des gens qui sont à l'attente comme ça, quelque chose qui se passe. Il y a un réseau des experts des États membres. Très bien. Vous êtes pour des scénarios préétablis? Oui, ça fait partie du job, mais il y a des exercices qui ont lieu régulièrement. Ce qui est important, c'est que ces exercices soient des exercices qui soient multinationaux d'emblée. Mais Pierre parlait de l'échange d'informations qui est évidemment la première étape. Celle-ci, elle est prévue. En théorie, elle devrait avoir lieu. Mais je vous donne un chiffre. C'est la Cour des comptes européenne en 2016 qui l'a relevé. Sur le risque chimique, eh bien, il y a seulement 14 États membres sur les 27 qui ont transmis à l'époque du rapport de la Cour des comptes sur les 27 leur plan préétabli, alors que leur obligation est de donner à la Commission leur plan. Et il n'y en a que seuls 14 qui ont fait le job. Donc il y a un peu de travail aussi à faire déjà dans le cadre actuel. C'est votre travail, ça.
Voilà. Oui. Oui. Plus ou moins. C'est notre travail, parce qu'il a oublié, quand il expliquait comment ça marche pour la législation, quand on vient en dessus, une fois que la législation est établie, c'est à la commission des surveilleurs que ça marche bien et que ça se fait. Vous avez aucun moyen coercitif? Oui, une procédure d'infraction. Et ça finit dans la Cour européenne, ça prend des années, on a des amendes financières. Et... On redescend sur terre avec Pierre Carly. Eh oui, revenons aux end-users. Vous savez, ceux qui sont sur le terrain, les projets de recherche ont été financés par l'Europe. Ouais. Et peut-être que sur l'Europe de la recherche, on est un peu plus en avance que sur l'Europe des opérations. Plusieurs projets de recherche, les chimiques, les maladies infectieuses, sont en cours de développement ou ont été publiés. Et ils nous aident. On n'a plus que 4 minutes. J'aimerais que vous nous parliez de votre expérience en Chine, où là, ils sont capables de refaire un hôpital en quelques... Allez-y. Les Chinois ont eu énormément peur des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Ils ont développé un réseau extrêmement puissant. Alors, ils n'ont pas peur. C'est-à-dire que s'il faut mettre un hôpital en cocon, ils en mettent 2, des fois qu'il y en ait un qui ne soit pas utilisable. Mais en pratique, ils ont des hôpitaux projetables. Pour les grandes régions de la Chine, ces hôpitaux sont bien conçus parce qu'ils ont un double rôle. L'intervention d'urgence dont on parlait, c'est-à-dire arriver, sauver les gens. Vous le savez, quand vous arrivez, même 3 heures après, ça commence à être déjà très tard. Mais surtout, de prendre le relais de l'infrastructure santé. Ce que l'on ne voit pas dans la plupart des catastrophes ou des désastres, c'est que la phase la plus dure, c'est après. Le retour, la résilience, elle est extrêmement difficile. Et il y a énormément de gens qui vont souffrir du fait que leur traitement, leur niveau de soins, leur prise en charge quotidienne, elle est brutalement rompue. Et ça tue autant que les désastres naturels. Et c'est un sujet sur lequel il faut savoir aller sur place, les aider, mettre en place un tissu de santé, éviter qu'on les évacue, qu'on les transporte, qu'on les déracine et qu'on perde tout l'intérêt de leur tissu social. C'est d'ailleurs ce que notre président a très bien compris en retournant à Saint-Martin un an après, où rien n'a été fait. Je pense qu'il est conscient de ce problème et qu'il est allé sur place le voir. Alors, on va conclure. Pour vous, madame... ça serait souhaitable, ce GIGN? Ça peut même être un jeu électoral? C'est quelque chose... non? Électoral, je ne crois pas. Souhaitable, je crois que oui, mais dans les conditions qu'on a déjà parlé. Ça existe déjà comme embryon et il faut qu'on l'établisse vraiment. Donc la fleur est à arroser et vous allez vous y employer. Pour vous, Philippe, les États doivent d'abord faire le ménage chez eux? D'abord, on soigne comment la schizophrénie? Ça, premièrement, il y a déjà plein de choses qui existent, contrairement à ce qu'on croit. Il faut déjà arriver à les bien faire fonctionner. Vous avez compris que ne serait-ce que le partage d'informations obligatoire n'est pas aujourd'hui rempli par les États. Pierre a parlé de recherche. 85% de la recherche financée par des fonds publics en Europe n'est réalisée que dans le cadre d'un seul État. Vous voyez, il y a vraiment de la marge communautaire à faire. Et je pense qu'une fois qu'on aura bien fait marcher le machin, le bousin, aurait dit Monsieur le Premier ministre. Deuxièmement, moi je suis très favorable à un saut fédéral avec une instance coercitive qui puisse intervenir sans l'accord des États. Ça nécessite une modification des traités, donc l'unanimité des États, pardon du détail, mais je crois que c'est indispensable pour des raisons sanitaires et politiques, la conscience européenne commune. Pour la précision journalistique, le bousin, c'est Guy Valencien repris par le Premier ministre. Pardon. Mais c'est aussi, Bousin est un des rôles principaux. On n'a pas parlé d'argent, fil à la patte de mais on a pu comprendre que les Allemands ne voulaient pas payer contre les feux en Grèce. Est-ce qu'ils ont payé pour le concombre espagnol? Bon, on ne le fait pas comme ça. C'est des financements. C'est un sujet quand même, le financement. Oui, mais... Vous n'aimez pas qu'on parle d'argent, si je comprends bien. Oui, j'aime bien qu'on parle d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour la santé. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour la santé. Il y a pour la recherche sanitaire, mais pas pour l'action sanitaire. Vous avez 30 secondes pour une conclusion de votre côté. J'ai dit, peut mieux faire. Mais ce que je vois, c'est quand même on est en train de se mobiliser. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois rassurant et aussi... qui est un peu excitant, c'est-à-dire qu'on voit, même si c'est lent, on voit germer une pensée commune, une pensée dans l'action, et surtout le fait qu'on se dit les choses en face. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé du succès. Bon, si je résume, pas envisageable forcément sur le moment, financement pas assuré, donc pas demain. Je vais proposer à Guy de nous réinviter avec des cagoules blanches l'année prochaine, puisque c'est des thèmes récurrents, pour voir un peu si on aura avancé, pas sur un GIGN, mais sur l'organisation de la santé. Merci aux petites fées de l'organisation de ce CHAM. Merci à Aurore et à Guy pour cette formidable idée qu'ils font vivre avec brio depuis 10 ans, avec l'enthousiasme d'un junior. On vient de passer à 0. Ce débat est terminé. Bonne fin de journée. Bravo. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci mille fois.